Je suis l'un des cadres dirigeants d'un fonds d'investissement qui s'appelle Peninsula Capital. J'anime également... Un jour de mai 2008, toute la France a vu ce mariage, 15 ans plus tard. Personne ne semble se souvenir de sa fin. Comment une union célébrée comme un événement quasi républicain a-t-elle pu disparaître sans laisser la moindre trace ? Ce jour-là, les portes d'une synagogue parisienne s'ouvrent sous haute sécurité. Les invités arrivent en silence, costumes sombres, regards graves, conscients d'assister à plus qu'un simple mariage. Ce n'est pas seulement l'union de deux jeunes gens, c'est la rencontre de deux mondes. D'un côté, la politique, le pouvoir, la République incarnée par un nom que tout le monde connaît, Nicolas Sarkozy. De l'autre, l'argent discret, l'héritage économique, la puissance silencieuse d'une grande famille d'affaires. Au centre de cette scène solennelle, un jeune homme à peine sorti de l'adolescence. Il s'appelle Jean Sarkozy. À 22 ans, il est déjà plus observé que jugé. Chaque geste, chaque sourire, chaque faux pas est disséqué. Fils du président de la République, il n'a jamais eu le luxe d'une vie ordinaire. Ce jour-là, pourtant, la France veut croire à une histoire simple, celle d'un jeune homme amoureux, prêt à fonder une famille, à s'ancrer, à devenir adulte sous les yeux de la nation. La presse parle d'un mariage de raison, parfois même d'un conte moderne. On évoque la grâce de la mariée, la retenue de la cérémonie, l'élégance maîtrisée de l'ensemble. Les caméras filment, les photographes immortalisent, les chroniqueurs s'extasient, tout semble parfaitement en place, trop parfaitement peut-être. Car derrière les sourires figés et les bénédictions solennelles, quelque chose se joue déjà. Ce mariage n'est pas seulement une affaire de cœur, il est aussi une promesse politique, une image rassurante offerte au pays, celle d'une continuité, d'une stabilité, d'un héritier qui s'inscrit dans l'ordre, la tradition, la normalité. Pour Jean Sarkozy, cette union agit comme un sceau, elle le transforme. Il n'est plus seulement le fils d'eux, il devient un homme marié, posé, presque présidentiable aux yeux de certains. Mais l'histoire que l'on vous a racontée s'arrête toujours là. À la cérémonie, aux photos, aux sourires. Personne ne vous a jamais expliqué ce qui s'est passé ensuite, car contrairement à toutes les autres unions exposées de la sphère politique, celle-ci n'a jamais connu de fin officielle. Pas de communiqué, pas de rumeurs persistantes, pas d'une scandaleuse, rien. Et c'est précisément là que commence le malaise. Dans un pays où la moindre séparation de célébrités fait la une des journaux, comment expliquer ce silence absolu ? Comment croire qu'un divorce impliquant le fils d'un président et l'héritière d'une immense fortune ait pu se dérouler sans fuite, sans photo volée, sans confidence d'alcôve ? Ce mutisme n'est pas un hasard, il est une anomalie, une faille dans le récit républicain. À mesure que les années passent, Jean Sarkozy disparaît peu à peu des écrans. Sa femme aussi. Leur couple s'évapore comme si cette histoire n'avait jamais existé, et pourtant elle a été célébrée, admirée, exploitée, puis effacée, délibérément. Ce que vous allez entendre n'est pas une chronique mondaine. C'est le récit d'une disparition organisée, d'un mariage transformé en secret, et peut-être d'une affaire d'État que personne n'a jamais osé nommer. Il y a des hommes qui naissent libres, et d'autres qui naissent déjà enfermés. Enfant, Jean n'a jamais choisi son destin. Il l'a reçu comme un héritage silencieux, lourd, parfois étouffant. Porter ce nom, c'était entrer dès la naissance dans une arène où l'on ne pardonne rien. Chaque succès serait soupçonné, chaque échec amplifié, et surtout il n'y aurait jamais de seconde chance. Très tôt, il comprend que son prénom n'est qu'un détail. Ce qui compte, c'est son nom. Un nom qui ouvre les portes, mais qui empêche de les refermer derrière soi. À l'école, dans les dîners de famille, dans les couloirs feutrés du pouvoir, on ne lui demande jamais ce qu'il veut devenir. On lui rappelle seulement ce qu'il doit être. Un héritier, un continuateur, une promesse. Lorsque ses parents divorcent, il est encore enfant. Pour beaucoup, ce n'est qu'un épisode privé. Pour lui, c'est déjà une leçon de vie. Même l'intimité peut devenir politique. Même la douleur peut être publique. Il apprend à se taire, à sourire, à ne rien laisser transparaître. Cette discipline émotionnelle, il la conservera toute sa vie. À l'adolescence, alors que d'autres cherchent leur voie, lui est déjà observé comme un futur acteur de la République. On l'imagine ministre avant même qu'il ait choisi un métier. Chaque apparition est commentée. Sa coiffure, sa diction, son assurance, on rit parfois de lui, on le caricature, mais on ne le lâche jamais vraiment.
il est devenu un symbole avant même d'être un homme. Lorsqu'il entre à l'université, ce n'est pas pour apprendre dans l'anonymat, c'est pour confirmer une trajectoire que beaucoup ont tracée à sa place. Le droit, la politique locale, les discours mesurés. Tout semble aligné, en apparence seulement, car derrière cette façade polissée se cache un jeune homme en quête de légitimité, pas celle que donne le nom, mais celle qui se mérite. Il veut prouver qu'il n'est pas qu'un fils, qu'il peut exister par lui-même. Mais comment s'émanciper quand chaque pas est interprété comme un privilège? Comment échouer sans être humilié? Comment réussir sans être accusé de népotisme? Cette contradiction le suit partout. Elle s'infiltre dans ses choix, dans ses silences, dans ses relations. C'est dans ce contexte qu'il rencontre celle qui va, pour un temps, incarner une forme d'équilibre. Avec elle, il croit possible une autre vie. Une vie plus calme, plus discrète, plus stable. Une vie où il ne serait pas seulement un rôle, mais un mari, un père, un homme parmi d'autres. Cette rencontre lui offre une respiration, une illusion de normalité. Mais cette normalité est fragile, car le monde dans lequel il évolue ne laisse aucune place à l'improvisation. Tout est observé, interprété, utilisé. Même l'amour devient un enjeu, même le bonheur devient suspect. Et sans qu'il le sache encore, cette quête de reconnaissance va bientôt se transformer en chute brutale. Car lorsque le pouvoir s'approche trop près, il ne se contente pas d'élever. Il teste, il expose, et parfois il brise. Elle n'aimait pas la lumière. Elle ne la fuyait pas non plus. Elle l'ignorait. Dans un monde où l'on apprend très tôt à se montrer, à parler, à occuper l'espace, Jessica avait appris l'inverse. Se taire, observer, préserver. Son univers n'était pas celui des discours, mais celui des équilibres. Pas celui des caméras, mais des portes closes. Issue d'une grande famille d'affaires, Jessica Sebaoun Attias a grandi dans une culture où la richesse n'est jamais exhibée. L'argent y est ancien, structuré, presque pudique. On n'y cherche pas la reconnaissance publique, mais la stabilité. On y apprend que le silence est une protection, parfois même une arme. Cette éducation façonne profondément sa vision du monde. Elle sait que ce qui se montre s'abîme, que ce qui se raconte se fragilise. Quand elle rencontre Jean, deux trajectoires se croisent sans vraiment se comprendre. Lui vient d'un monde où l'on existe par la parole, par l'image, par l'affrontement. Elle vient d'un univers où l'on existe par la durée, par la discrétion, par l'effacement maîtrisé. Leur attirance est réelle, mais elle repose sur un malentendu silencieux. Chacun croit que l'autre pourra s'adapter. Au début, tout semble possible. Jessica apporte à Jean ce qui lui manque cruellement. Un refuge. À ses côtés, il n'est plus sommé d'être brillant, conquérant, exemplaire. Il peut se taire sans être jugé. Elle, de son côté, découvre un monde qui la fascine autant qu'il l'inquiète. Le pouvoir politique, la vitesse, la tension permanente, cette impression que tout peut basculer en une phrase malheureuse. Très vite, la presse s'empare de leur histoire. On parle d'alliance, de stratégie, de mariage de dynastie. On projette sur Jessica un rôle qu'elle n'a jamais demandé, celui de future première dame de l'ombre. Mais elle refuse ce costume. Elle ne donne pas d'interview. Elle ne cherche pas à exister médiatiquement. Elle ne corrige même pas les erreurs que l'on écrit sur elle. Ce silence intrigue. Il rassure certains, agace d'autres. Dans les réceptions officielles, elle apparaît rarement. Toujours élégante, toujours distante. Elle observe plus qu'elle ne participe. Elle comprend vite que ce monde ne tolère pas la retenue. Ici, le silence n'est pas neutre. Il est interprété, commenté, soupçonné. Et pourtant, elle persiste, parce qu'elle sait une chose que beaucoup ignorent. Une image peut être détruite en une seconde. Mais une réputation discrète se défend sur des générations. À mesure que la carrière politique de Jean s'accélère, un décalage s'installe. Lui avance, porté par les attentes, les ambitions, les pressions. Elle recule instinctivement. Non par manque d'amour, mais par lucidité. Elle voit ce qu'il refuse encore d'admettre. Ce monde ne pardonne rien. Il exige tout, même l'intimité. Leur couple devient alors une frontière fragile entre deux conceptions de la vie. D'un côté, l'exposition permanente, le combat politique, la nécessité d'exister publiquement. De l'autre, le retrait, la maîtrise, le refus du tumulte. Aucun n'a tort, mais aucun ne peut vraiment céder sans se perdre. Et dans ce silence partagé, une tension invisible s'installe. Pas de cris, pas de scandale, juste une distance qui grandit, une fatigue qui s'accumule, une question qui revient sans cesse sans jamais être formulée. Peut-on aimer quelqu'un sans accepter le monde qui va avec ? Il y a des moments où une vie bascule sans bruit
et d'autres où la chute se fait sous les projecteurs. L'automne 2009 appartient à la seconde catégorie. En quelques jours, le nom de Jean Sarkozy cesse d'être une promesse pour devenir un symbole. Non pas celui de l'avenir, mais celui de ce que l'opinion publique ne tolère plus. L'annonce tombe comme un couperet feutré. Jean Sarkozy est pressenti pour prendre la tête de l'EHPAD, l'établissement chargé de l'aménagement du plus grand quartier d'affaires d'Europe. Sur le papier, c'est une nomination technique. Dans la réalité, c'est un séisme. 23 ans, pas encore diplômé. Et soudain, la gestion d'un territoire stratégique au cœur de milliards d'euros d'enjeux. La réaction est immédiate, violente, incontrôlable. La presse s'enflamme, les éditorialistes s'indignent, les caricatures se fleurissent. Le mot revient en boucle, implacable, népotisme. Pour la première fois, Jean ne peut plus se cacher derrière la bienséance ou la discrétion. Il est exposé, disséqué, attaqué. Non pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il incarne. Lui tente de se défendre, maladroitement. Il parle d'apprentissage, de volonté, de service public. Mais dans cette tempête médiatique, chaque phrase est retournée contre lui. Ce n'est plus un individu que l'on juge, c'est un système. Et Jean en devient le visage. Le fils, le raccourci, le symbole commode d'une république accusée de favoritisme. Dans l'ombre, les soutiens se font prudents. Trop prudents. Le silence de ceux qui l'avaient encouragé devient assourdissant. Même son père, chef de l'État, mesure l'ampleur du rejet. L'affaire n'est plus défendable. Elle est devenue toxique. Et alors que la pression monte, Jean renonce. Officiellement, il se retire, laissant derrière lui une humiliation nationale soigneusement emballée sous les mots de la responsabilité. Ce renoncement n'est pas seulement politique, il est intime, car ce jour-là, quelque chose se brise définitivement. La certitude d'être légitime. L'illusion de pouvoir avancer malgré les critiques. Jean comprend brutalement que son nom ne le protège plus. Pire, il l'expose. Et dans ce monde où l'on ne pardonne pas la faiblesse, cette prise de conscience est dévastatrice. À partir de là, le retrait commence. Lentement, presque imperceptiblement. Jean se fait plus rare. Il évite les plateaux de télévision, décline les invitations, parle moins. Beaucoup y voient une stratégie, une pause. En réalité, c'est un repli, une tentative de reconstruction dans un espace devenu hostile. Jessica observe cette métamorphose en silence. Elle voit l'homme qu'elle aime se refermer, douter, se durcir. Elle assiste à l'effondrement d'une trajectoire qu'elle n'avait jamais vraiment souhaitée, mais qu'elle avait accepté d'accompagner. Pour elle, cette crise confirme ce qu'elle pressentait depuis longtemps. Le pouvoir politique est un piège qui finit toujours par se refermer. Le couple tient encore, en apparence. Les photos officielles montrent des sourires maîtrisés. Les apparitions publiques sont rares mais impeccables. Rien ne dépasse, rien ne trahit la fatigue, la frustration, l'amertume. Pourtant, à huis clos, les discussions changent de ton. On ne parle plus d'avenir, mais de survie. Plus de projet, mais de protection. L'EHPAD n'a pas seulement brisé une ambition, il a introduit un doute irréversible. Jean n'est plus certain de vouloir continuer. Jessica n'est plus certaine de pouvoir suivre. Et sans éclat, sans cri, sans scandale, une distance nouvelle s'installe. Une distance faite de silences plus longs, de regards fuyants, de décisions repoussées. Ce que personne ne comprend encore, c'est que cette affaire marque le véritable début de la fin. Pas seulement d'une carrière politique, mais d'un équilibre fragile. Car lorsqu'un homme perd sa place dans le monde, c'est tout son entourage qui vacille avec lui. Il n'y a pas eu de rupture annoncée, pas de communiqué laconique, pas de photos volées à la sortie d'un tribunal, pas même une rumeur persistante dans les pages confidentielles de la presse parisienne. Rien, absolument rien. Et c'est précisément ce silence qui intrigue, qui dérange, qui inquiète. À partir de 2012, quelque chose change subtilement. Jean apparaît seul de plus en plus souvent, puis presque plus du tout. Jessica, elle, disparaît entièrement du paysage. Plus de cérémonies, plus de réceptions, plus d'images, comme si elle n'avait jamais existé. Comme si ce mariage, autrefois exhibé comme un symbole d'équilibre et de réussite, avait été effacé d'un simple geste. Officiellement, rien n'est dit. Officieusement, les cercles informés commencent à murmurer. On parle de séparation de faits, de choix personnels, de vie privée à préserver. Des mots vagues, soigneusement choisis pour ne rien révéler. Mais dans un pays où la moindre querelle conjugale d'un élu local peut devenir un feuilleton médiatique, cette discrétion absolue est une anomalie. Les journalistes politiques savent.
Certains enquêtent, d'autres renoncent, non par manque d'informations, mais par conscience des lignes invisibles à ne pas franchir, car ici les intérêts sont multiples, entremêlés, puissants. Il ne s'agit pas seulement d'un couple, il s'agit de deux familles, de deux héritages, de deux réseaux qui n'ont aucun intérêt à voir leur intimité disséquée. Le divorce, selon plusieurs sources concordantes, aurait été prononcé entre 2018 et 2019, dans le calme, dans la confidentialité la plus totale. Des accords stricts auraient été signés, des clauses de silence, des engagements réciproques, rien d'illégal, rien d'exceptionnel dans les milieux très aisés. Mais tout devient exceptionnel lorsque le silence est si parfaitement respecté. Car ce mutisme n'est pas seulement juridique, il est culturel. Il repose sur une règle tacite. Certaines histoires ne doivent pas être racontées, non parce qu'elles sont scandaleuses, mais parce qu'elles fragilisent un récit plus large, celui d'une famille politique déjà éprouvée par les affaires, celui d'un héritier que l'on préfère voir disparaître que chuter une seconde fois. Jean, à ce moment-là, n'a plus rien à gagner à parler. Sa carrière politique est terminée. Son nom est devenu un poids mort. Exposer son divorce, c'est rappeler son échec, sa fragilité, son humanité. Or, l'humanité n'est pas toujours compatible avec les stratégies de préservation d'image. Le silence devient alors une condition, presque une obligation. Jessica, de son côté, n'a jamais cherché la reconnaissance publique. Elle n'a rien à prouver, rien à défendre. Pour elle, se taire est une continuité, pas un renoncement. En disparaissant, elle protège ce qu'elle a toujours protégé, sa vie privée, ses enfants, son monde. Le divorce n'est pas une rupture spectaculaire, c'est une soustraction, un retrait. Ce qui frappe le plus, rétrospectivement, c'est l'efficacité de cette omerta. Aucun ami ne parle, aucun ancien collaborateur ne témoigne, même anonymement, aucun détail ne filtre, comme si un pacte invisible liait tous ceux qui savent. Un pacte fondé non sur la peur, mais sur l'intérêt commun de ne pas rouvrir une plaie inutile. Ainsi ce divorce devient un fantôme, bien réel mais jamais incarné, présent dans les vies, absent dans les récits, et plus le temps passe, plus il devient difficile d'en parler, car reconnaître son existence, ce serait admettre que l'on a collectivement accepté de ne pas savoir, de détourner le regard. Ce n'est donc pas l'échec d'un couple qui pose question, c'est la mécanique qui l'a rendu invisible. Cette capacité, rare et troublante, à faire taire la République elle-même, à effacer un événement intime sans laisser de traces publiques, comme si l'oubli était devenu un outil de pouvoir. Quand le bruit s'éteint, il reste le vide. Et dans ce vide, une question obsédante. Qu'a-t-on réellement perdu en acceptant de ne pas savoir ? Car le silence n'est jamais neutre. Il protège certains, il enferme d'autres, et il finit toujours par laisser des traces invisibles mais profondes. Après le divorce invisible, la disparition devient totale. Jean Sarkozy n'est plus un visage public. Plus de mandats, plus d'interviews, plus de combats politiques. Il se retire dans une vie discrète, presque anonyme, comme si la République avait refermé sur lui une parenthèse qu'elle avait elle-même ouverte trop tôt. L'homme qui devait incarner l'avenir devient une silhouette, un nom que l'on reconnaît à peine, une promesse non tenue, non expliquée, non racontée. Certains parlent d'un choix personnel, d'autres d'un sacrifice nécessaire pour préserver l'image d'une famille déjà fragilisée. La vérité se situe peut-être entre les deux. Ce qui est certain, c'est que Jean paie le prix d'un récit qu'il n'a jamais totalement maîtrisé. Il n'a pas seulement perdu une carrière, il a perdu le droit de se raconter, de dire sa version, d'exister publiquement autrement que par le souvenir d'un scandale avorté. Et Jessica ? Elle, au contraire, disparaît sans jamais susciter la moindre polémique. Pas de plainte, pas de revanche médiatique, pas de reconstruction exposée. Elle choisit l'ombre, fidèle à une éducation où la discrétion est une valeur cardinale. Elle protège ses enfants, son nom, son monde, mais à quel prix ? Car se taire, c'est aussi renoncer à être entendu, à exister dans le récit collectif autrement que comme une figure effacée. Le plus troublant reste sans doute le sort réservé aux enfants, invisibles, sans prénom public, sans âge connu, sans image, une protection absolue, rare, presque inédite à ce niveau de pouvoir. On pourrait s'en réjouir, mais on peut aussi s'interroger, dans une démocratie qui dissèque tout, comment expliquer une telle zone d'ombre ?
Qui décide de ce qui doit rester caché? Et pourquoi l'acceptons-nous si facilement? Car cette histoire dépasse largement le cadre d'un divorce. Elle révèle une autre forme de pouvoir. Un pouvoir silencieux, feutré, mais redoutablement efficace. Celui de contrôler l'oubli, de choisir ce qui mérite d'être su et ce qui doit être effacé. Ici, il n'y a pas eu de mensonge flagrant, juste une absence, un non-récit. Et parfois, l'absence est plus éloquente que toutes les révélations. La République aime les scandales, elle s'en nourrit, elle les commente, les juge, les recycle. Mais elle semble aussi accepter, sans broncher, que certaines vérités soient mises sous cloche, tant qu'elles ne menacent pas l'équilibre général. Ce divorce en est peut-être l'exemple le plus abouti. Un événement banal dans la vie de millions de Français, devenu ici une affaire indicible parce qu'il dérange trop de récits établis. Jean Sarkozy n'est ni un héros, ni une victime absolue. Il est le produit d'un système qui l'a porté trop haut, trop vite avant de le laisser tomber sans bruit. Jessica n'est ni une manipulatrice, ni une figurante. Elle est une femme qui a choisi de se protéger dans un monde qui ne pardonne rien à celle qui parle trop. Ensemble, ils incarnent une histoire que l'on a préféré effacer plutôt que comprendre. Alors, au fond, la vraie question n'est peut-être pas « pourquoi ont-ils divorcé ?», mais plutôt « pourquoi avons-nous accepté de ne jamais en parler ?» Que dit ce silence de notre rapport au pouvoir, à la vérité, à l'intimité des figures publiques? Et jusqu'où une famille, un clan, un système peuvent-ils contrôler non seulement l'image, mais la mémoire collective elle-même? Si cette histoire vous a troublé, si elle vous a fait douter, réfléchir, alors elle a déjà rempli son rôle. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce silence. Est-il légitime, nécessaire, dangereux? Likez cette vidéo si vous pensez que certaines vérités méritent d'être racontées. Partagez-la autour de vous, car l'oubli se combat aussi par la transmission. Et surtout, abonnez-vous, car d'autres histoires effacées, d'autres destins mis sous silence, attendent encore d'être révélés. Car parfois, ce que l'on ne dit pas raconte bien plus que tout ce que l'on crie.